C'est quoi la dernière chose que vous avez lue au 187 Cube Radio, 1877-827-2346? Le plus inusité, le mieux. Oui. Parce que vous avez lu aujourd'hui, puis vous le savez pas, vous entendez Jessica qui est avec nous à la mise en ligne, mais qui est également une chroniqueuse assidue à cette émission. C'est quoi la dernière chose que vous avez lue? Jessica, si on commençait par toi, c'est quoi la première chose, la dernière chose que tu as lue? Mais en fait, je pense que tous les Montréalais sont de fins lecteurs parce qu'ils doivent décoder les panneaux de stationnement de la ville. Ça, faut être un très, très bon lecteur. Moi, je te dirais que la dernière chose que j'ai lue, une plaque d'immatriculation, j'essayais de me souvenir de la plaque de quelqu'un qui conduisait super mal, sauf que, contrairement au Québec, je m'en suis pas souvenu. Chez nous, ça arrive vraiment souvent. On va rester dans le registre voiture. Le miroir, il te dit tous les jours, « Attention, les objets sont plus proches que tu penses. » Les ingrédients de mon Mio, j'ai lu ça, moi. C'est ce que tu peux mettre dans une bouteille d'eau. Oui. Je me suis rendu compte qu'il y avait de l'eau, des arômes naturels, de l'acide citrique, sucralose. Je me suis dit que j'allais me faire chicaner par Isabelle Huot. Ah oui, probablement. Les sous-titres sur ta télé, quand t'écoutes Netflix. Il y a des fautes là-dedans. Moi, j'ai lu également cette semaine les circulaires. Mais j'ai oublié les rabais. Mais chose certaine, aujourd'hui, on pourra profiter probablement d'une dinde quelconque en spécial. Avertissement de ralentissement. Attention, cet enfant pourrait être le vôtre. Le café. Attention, café chaud, quand tu vas te chercher un café pour emporter. Panneaux publicitaires, on a d'ailleurs déjà eu le nôtre sur le pont Jacques-Cartier. Les textos. Mais attention, les textos, parfois, ça nous fait saigner des yeux. Il y a beaucoup de fautes. Attention à des fois, l'orthographe. C'est difficile. Mention, par contre, aux Gen Z, ils textent plus eux autres, ils envoient des notes vocales. Je le sais. Moi, je suis tellement coupable de faire des podcasts. Je m'excuse à toutes mes amies. Les camions de livraison avec leur petit slogan qui passent à côté de toi sur la route. Tu lis ça? Les consignes pour aller voir un spectacle. Hier, je suis allée voir The Weeknd. Puis là, il fallait savoir à quelle heure était le show, qu'est-ce qu'on avait le droit d'amener. Hein? On n'a plus de jeu? C'est fini? On joue plus? C'est terminé. Au 187 Cube Radio, 1877-827-2346. C'est quoi que vous avez lu aujourd'hui? C'est quoi la dernière chose que vous avez lue? Les titres à l'écran de Cube pour ceux qui ont la version vidéo, la version télé. Moi, j'ai lu les post-it de Florence, la recherchiste, qui me dit « Isa, lis ce livre-là puis dis-nous si c'est intéressant. » Ah, c'est une bonne idée. Les post-it, on aime ça. Quand on marche dans la rue, souriez, vous êtes filmés. Tu l'as lu? Ah, commentaire à l'écran. Marianne vient de nous dire ça, mais je n'ai pas mes lunettes. Fait que je vois pas le commentaire à l'écran. Elle a lu son horoscope par réflexe, Caro de Saint-Lambert. On te salue! L'horoscope, là, ça, c'est un bon point parce que la plupart n'y croient pas tant que ça, mais on le lit pareil. On est tous coupables. Puis on y trouve toujours notre compte un peu. On peut toujours un peu se soulager ou dire « Ah oui, je savais que ça allait être une bonne journée. » Karine de Montréal, ma boîte à biscuits, 40% moins de gras que les craquelins originaux. L'emballage d'une barre de chocolat, 100% chocolat au lait. Le texto de mes filles! C'est vrai que ça peut être difficile à décoder, tout dépendant la tranche d'âge qu'elles peuvent avoir. Des fois, moi, il y a des messages textes que je ne comprends pas, c'est mes amis changeantes. Ben, c'est parce que des fois, on écrit vite. Oui, je pense qu'il y en a qui ont la commande vocale. Oh, c'est clair! Puis des fois, il y a des mots qui n'ont pas de bon sens. Puis je sais pas pour vous, mais même les correcteurs, il y a eu des modifications dans les derniers mois de correcteurs automatiques des téléphones. Puis des fois, ça change des mots. Donc, les phrases n'ont plus de sens. Voyez-vous comme on est de fins lecteurs? C'est ce qu'on voulait vous mentionner aujourd'hui. Oui! On lit tous. On voit la lecture des fois comme... Faut que je fasse prendre un temps avec moi-même, ça me tente pas, ceux qui aiment pas lire, mais dans le fond, on lit partout. C'est ça, on voit ça comme un devoir, on voit ça comme quelque chose qu'on doit faire, mais au final, on se rend pas compte que la lecture, ça fait partie de notre quotidien. Juste qu'on s'arrête pas pour lire, par exemple, de la fiction, mais on lit plein d'affaires. On lit plein d'affaires. Puis il y en a un livre qui est vendu, ça a été parmi les plus vendus de 2024. On a parlé du livre de Jeannette Bertrand, de Guillaume Musso, mais au Québec, ce qui a fait vraiment déplacer les Québécois, les Québécoises en librairie, c'est le guide de l'auto. Antoine Joubert est avec nous ce matin. Antoine Joubert, c'est quoi la dernière chose que tu as lue, toi? Je suis en train de lire le compteur de ma voiture parce que je suis en train de la stationner aux voitures anciennes de Granby. Alors, combien? 28 522,6 km, km/h, miles per hour, PRND 12. Hey, mais j'aime cette voiture-là! Object and Mirror Art Closer d'NDAP. Cet accent-là, hein? Mais là, voiture ancienne de Granby, ça, c'est une tradition aussi à chaque année, Antoine Joubert. C'est une tradition à chaque année. Moi, j'y suis l'ambassadeur depuis 7 ans.
Je viens ici depuis très longtemps. Je ne sais pas le nombre de fois exact que je suis venu aux voitures anciennes de Granby. C'est le plus gros rassemblement de voitures anciennes au Canada. Il y a eu des pics jusqu'à près de 4000 voitures en une seule journée, ce qui est une sérieuse gestion, un peu de casse-tête, parce qu'évidemment, il faut placer toutes ces voitures-là. Le parc est grand, les installations sont faites en conséquence, mais quand même, ça fait énormément de monde et de voitures à gérer. Évidemment, c'est sur 3 jours. C'est du vendredi au dimanche. Moi, je suis là les 3 jours. J'ai un petit kiosque ici, puis je fais un petit peu d'animation. Je me promène. Je vais faire un live Facebook demain matin, justement pour parler de l'événement aussi, en compagnie de mon collègue Germain Goyer. Mais c'est vraiment un rassemblement familial. Les gens ont beaucoup de plaisir à venir ici. Et puis, ils annoncent heureusement une météo impeccable tout le week-end. Ah ben. Alors, on devrait encore une fois battre des records en ce qui concerne l'achalandage. Vous pouvez aller voir le site web, évidemment, des voitures anciennes de Granby, si vous souhaitez vous inscrire d'avance pour rentrer sur le site avec votre vieille voiture. Mais sinon, vous pouvez venir sur le site, c'est 18 $ l'entrée. Et puis, il y a énormément de choses à voir. Bon, évidemment, il y a un marché aux puces. Fait que pour ceux qui cherchent des accessoires, des pièces, des éléments de décoration anciens, il y a ça ici en masse. Mais l'histoire que je raconte un peu cette année, c'est celle que j'avais vécue il y a peut-être il y a 12 ans, en fait. J'étais venu ici, moi, avec mon père, qui était absolument pas un gars de voiture, mais pas du tout. Et puis, je l'avais un peu initié au monde des voitures anciennes. Puis, ça m'a illustré à quel point, même si tu t'intéresses pas à l'automobile, c'est quelque chose qui peut être vraiment trippant parce qu'il est arrivé ici avec ses yeux d'enfant. Puis là, en regardant une vieille Vauxhall, une BMW 2002, une Renault Dauphine, ben là, ça lui remémorait des souvenirs d'époque. Une Dodge Challenger qu'un de ses amis avait possédé à l'époque, était identique. Fait que là, il me racontait l'histoire. Puis c'est toujours ça, là. Tu viens ici, puis c'est la nostalgie qui embarque par-dessus tout. Ben, et puis on à un certain moment donné... La nostalgie, parce que tu en parles beaucoup, là. Tu sais, on l'entend dans ta voix, mais tu deviens voiture ancienne à partir de quand? Qu'est-ce qui fait que tu es une voiture ancienne puis pas un bazou? C'est une bonne question, ça. Ben, c'est une bonne question, effectivement, parce que je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'une Tercel, c'est une voiture ancienne? Oui! On en voit encore. Non, mais on en voit encore sur les routes des Tercel. Ce sont des voitures vraiment solides et indestructibles. Mais les dernières Tercel, elles datent de 99. On est en 2025. Donc, techniquement, ça serait classifié comme une voiture ancienne parce que la limite est à 25 ans. Fait que nous, est-ce qu'on est des voitures anciennes si on est né après 90? Comment? Est-ce que nous, on est tous des voitures anciennes à ce moment-là? Oui, exactement. Mais non, mais sans blague, une Tercel à 1500$ que tu achètes sur Kijiji comme Minoune, c'est pas... Je qualifie pas ça de voiture ancienne, je qualifie ça de survivante. mais ce sont, tu sais, il y a une nuance entre conserver une voiture dans un état impeccable ou étirer une voiture jusqu'à ce qu'elle meure. Parce que la plupart des voitures qui vont se retrouver ici ne seront jamais décédées, là, vont complètement disparaître. Alors, bon, attendez-moi un instant. Pas de souci. En attendant, on pourrait lire le commentaire de Marianne à l'écran. Comment? Marianne nous dit qu'elle conduit une Toyota Yaris de 2007 et qui est encore toute jeune et c'est l'incarnation de la jeunesse. Ben oui, absolument. Mais c'est vraiment, tu sais, cette voiture-là peut s'étirer encore bien des années. Et puis, c'est drôle parce que, tu sais, il y a des voitures sous-compactes des années 80 qu'on va voir ici, là, tu sais, une Chevette. Il y a ça ici, des Chevettes, là. On voit ça aujourd'hui comme des voitures anciennes, au même titre qu'on va s'intéresser à des Ford Model T des années 20. Fait que c'est toujours la nostalgie. Quand tu arrives à côté d'une Chevette qui a 30 000 kilomètres, qui a été conservée dans la Watt, tu sais, l'année passée, moi, je me souviens d'un type qui a sorti une Buick de 1982 qui avait 400 kilomètres. Wow. Alors, la personne avait acheté la voiture, l'a mis dans son garage et ne l'a jamais conduite. Elle est décédée et il y a quelqu'un qui a récupéré l'auto et qui l'a amenée ici.
Donc, c'est une voiture qui est un arrêt sur image, qui est véritablement je veux dire, une carte postale d'une autre époque dans la mesure où cette auto-là n'a pas eu de vie. Elle est flambant neuve. Les plastiques sont encore sur les sièges. Évidemment, tu arrives ici puis tu découvres toutes sortes de trucs. Puis c'est ce qui m'avait impressionné avec mon père, c'est qu'à un moment donné, on arrête à côté d'une Chevrolet 1949, lui et moi, puis il me regarde, puis là, il est sans mots, il s'approche de la voiture, il se met la tête à l'intérieur, les odeurs lui rappellent sa jeunesse, tu sais, au point, il m'a regardé, puis il m'a dit « Hey, on pourrait l'acheter, ça pourrait être un projet commun. Oh. Mais tu sais, c'est pas un gars de voiture du tout, là. Fait que là, on a parlé un peu de ça au courant de la journée, puis finalement, on a comme un peu laissé aller. Il est décédé 10 mois plus tard, ce qui fait que c'est un projet qui se concrétisera jamais. Mais moi, j'ai encore ce souvenir. Tu vois, moi, je deviens nostalgique de ce moment-là en revenant ici et en revoyant une voiture comme cette Chevrolet 49 qui me rappelle ça. Fait qu'imagine ce que les gens ont comme nostalgie quand ils viennent ici puis qu'ils voient des voitures dans lesquelles ils ont roulé il y a 30, 40, 50 ans. Ben c'est ça, un peu les voitures anciennes de Granby. Ben, puis on a besoin de cette nostalgie-là. Puis au fait, aujourd'hui, on t'invitait, agréable témoignage des voitures anciennes de Granby, mais parce qu'on se demandait avec la lecture, parce qu'il y en a qui ont de la misère avec ça, comment on en vient à écrire les guides de l'auto. Ça fait plusieurs années déjà. Là, comment on fait pour écrire un livre de même? Ben écoute, c'est drôle parce que ce sont les premiers livres que j'ai lus. Moi, littéralement, là. Puis, si tu vas dans une école primaire ou dans une école secondaire et que tu vas voir le bibliothécaire et que tu demandes quels sont les livres les plus lus, c'est toujours les guides de l'auto. Parce que tous les petits gars vont chercher ces livres-là, les amènent à la maison, les feuillettent. Ils sont super endommagés. Moi, j'ai donné des guides de l'auto à des bibliothèques d'école, je ne sais pas combien de fois, parce que je me faisais dire par la directrice ou par le responsable de la bibliothèque, hey, nos livres sont complètement détruits, il manque des pages, ci, ça. Ce sont les livres les plus lus. C'est facile. Il y a des images, il y a des informations, il y a des fiches techniques, les textes, c'est pas trop lourd. Fait qu'il y a bien des gens qui s'intéressent à ça. Mais effectivement, tu sais, c'est un livre qui est une bible de référence depuis 60 ans cette année et qui est devenue une tradition. Puis moi, j'ai appris à lire avec ces livres-là. Ce sont les premiers livres que je me suis procurés, que j'ai eu en cadeau à chaque année et que j'ai racheté parce qu'effectivement, les miens étaient complètement détruits, là. Quand j'étais plus jeune, les fiches techniques, je les apprenais par cœur puis j'étais capable de lire le livre à peu près au complet. C'était littéralement ça. Là, aujourd'hui, je suis à l'étape où je suis capable de te pointer les erreurs qu'il y avait à cette époque-là dans tel livre, dans telle page, mais là, bon, on tombe dans un autre... Mais ça peut prendre combien de temps? Parce que je veux dire, c'est les livres, OK, les plus lus, ça intéresse la jeunesse, mais c'est quand même des bonnes bibles, là, ça fait 60 ans. Ça peut prendre combien de temps? Le guide de l'auto 2026 va sortir éventuellement, mais ça prend combien de temps arriver à un bouquin comme ça? Ben écoute, c'est sûr que ça se fait plus aujourd'hui à plus de 700 pages, ça se fait plus à un seul auteur, c'est impossible. Alors tu sais, on est une douzaine d'auteurs qui travaillons sur ce livre-là à chaque année. On se partage les textes, les reportages, les photos. On fait des réunions pour établir le classement des véhicules. Faut être à l'affût des nouveautés. Puis c'est un défi de plus en plus difficile parce que à l'époque de Jacques Duval, les voitures sortaient à l'automne. C'était rare qu'on lançait une voiture, par exemple, sur le marché au mois de mars ou au mois de mai. Ça sortait toujours à l'automne. Les manufacturiers avaient une façon de faire, une règle non écrite qui faisait en sorte que ça facilitait peut-être un peu la tâche. Là, il n'y en a plus de règlement. Il n'y en a plus de... Donc, une voiture peut sortir demain matin. Alors, je vous donne un exemple. Le livre, nous, il est fini d'écrire en ce moment. Il s'en va à l'impression dans les prochaines semaines, va être disponible vers la fin août. Ben, on va probablement apprendre la semaine prochaine une nouvelle qui sur un nouveau modèle qui va arriver et ça sera pas dans le livre parce que on continue de sortir ça tout le temps. Fait que c'est un arrêt sur une période, mais c'est une vue d'ensemble unique qui n'existe pas ailleurs et c'est surtout devenu une tradition. Le guide de l'auto, là, c'est
c'est des cadeaux de Noël, c'est des trucs que les gens achètent quand ils vont chez Costco faire leur épicerie. Ils le voient, ils le mettent dans le panier. Ça fait partie des mœurs. C'est un coffee table pour bien des gens. C'est vraiment, vraiment devenu une tradition. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui achètent le guide de l'auto vont souvent acheter aussi des magazines, vont être abonnés à plein de pages web. Il y a beaucoup d'enthousiasme, mais il y a des gens qui vont l'acheter aussi comme référence, comme curiosité. Parce que disons que moi, je suis un petit peu sceptique sur la valeur d'un produit comme celui-là. Pourquoi? C'est un roman qu'un auteur unique va écrire sur du papier, écriture noire sur du papier blanc. On vend un roman 34,95 par exemple. Mais le guide de l'auto qui est en couleur, qui a plus de 700 pages, qui a une couverture cartonnée dans laquelle il y a 10 auteurs qui ont travaillé, 12 auteurs qui ont travaillé. C'est un livre qui se vend encore sous la barre des 40 $. Et quand on tente d'expliquer ça à nos collègues ontariens, par exemple, ben la réponse qu'on a, c'est « Mais comment ça se fait que ça se vend pas 100 $? » Ah, mais il y a tellement de raisons. Parce qu'un livre comme celui-là, avec le travail que ça représente, ça coûte cher à imprimer, ça coûte cher à faire, mais la force du nombre, le fait que ce soit le livre le plus vendu à chaque année, ça permet de garder le prix quand même à un niveau super intéressant. Mais pour moi, c'est un livre qui vaut beaucoup plus cher que le prix auquel il est vendu. Puis en Ontario, est-ce qu'ils vendent 100 $, leur guide? Ça n'existe pas. Essayez pas de vendre un livre comme celui-là au Canada anglais ou aux États-Unis. Pourquoi? Il n'y aura pas d'acheteurs. Pourquoi? Ça a été tenté à quelques reprises, puis c'est parce que le Canada anglais a cette culture d'abord de se référer beaucoup à des publications américaines, mais ils ont acheté des Motor Trend, des Car and Driver, des Road and Track pendant des décennies, puis c'était ça la tradition. Alors que le guide de l'auto, c'est propre au Québec, ça n'existe, il n'y a même pas d'équivalent. Il y a eu un magazine équivalent du côté de la Suisse qui était traduit en français, mais qui était sous forme de magazine et non pas, disons que c'était un magazine référence sur toutes les voitures du monde qu'on sortait à chaque année, mais ça n'a rien à voir avec le guide de l'auto qui est propre au marché du Canada, là. Alors, tu sais, ici, ça connaît un succès monstre, mais tu amènes ça au Canada anglais, les gens regardent ça, c'est une curiosité, mais ne comprennent pas nécessairement l'engouement. C'est vraiment, vraiment, ça fait partie des mœurs, des traditions ici, là. Comme ça a été le cas, par exemple, pendant une certaine période pour le guide du vin. Les gens s'intéressaient beaucoup au guide du vin. Ici, je sais pas s'il existe des équivalents en Ontario, mais c'était une tradition, c'est un cadeau qu'on s'échangeait à Noël. Puis je pense que au Québec versus dans le reste du Canada, on est encore un peu plus passionné aujourd'hui par l'automobile que la moyenne des Canadiens anglais. J'ose affirmer ça, même s'il y a de plus en plus de clivage entre les gens qui penchent vers l'électrique et ceux qui tiennent mordicus aux voitures à essence. Ça serait un bon sujet de discussion. Il y a une ligne qui se trace entre les deux que je trouve extrêmement désagréable. Mais moi, j'aimerais ça parler de la ligne contraste, Antoine. Je me demande, est-ce qu'on devrait tracer une ligne, mettons, quand tu veux écrire ton livre, est-ce que tu dois faire un langage spécial pour parler juste aux gars ou c'est un langage qui est plus universel? Parce qu'on s'entend, tu te dis, c'est le guide de l'auto, c'est les garçons qui se l'arrachent. Est-ce qu'on utilise le même langage qu'on utiliserait, par exemple, pour écrire un guide de cuisine? Un livre de cuisine, pas un guide. Mais où est-ce qu'on trace une ligne entre les deux? Il faut que ce soit facile à lire, là. Parce que moi, j'écris pas un texte en pensant que je m'adresse à Jean-Claude. J'écris un texte en pensant que je m'adresse à tout le monde. OK. Puis, tu sais, c'est certain que si je vais te donner un exemple, je fais un podcast sur l'automobile qui s'adresse à des puristes d'automobile, ben j'aurai pas le même langage que quand je fais une chronique automobile à Salut Bonjour. Okay. C'est le même principe. À Salut Bonjour, je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Le guide de l'auto, c'est ça aussi. Alors, faut on a un rôle de vulgarisateur. Et si on est trop pointu dans nos termes, ça marche pas. Bon, évidemment que il y a quelques reportages un peu plus spécifiques où là, on entre un peu plus au fond des choses, mais faut rester quand même, faut pas utiliser des termes qui sont automobiles trop poussés pour que les gens
puissent comprendre de quoi on parle. Comme je te dis, il faut être vraiment vulgarisateur. Là. Ça, c'est sûr. Bien, ça fonctionne très bien. Antoine Joubert, merci. Bonnes voitures anciennes. Ça a été un plaisir de te parler. Ben, pareillement. Et puis, on se recroise très bientôt. On se recroise dans une station près de chez vous. Jessica Giroux, merci voilà. à toi. Salut. Salut. Bye. Merci, Isabelle.